Une histoire tragique, mais loin d'être unique en Inde. Cette veuve, mère de 2 enfants, dit avoir été violée l'an dernier par son beau-frère, alors qu'elle dormait dehors, dans la campagne du Rajasthan. Elle a dû se battre pour pouvoir porter plainte. Quand j'allais au poste de police, ils essayaient de me faire repartir en me disant « Tu fais juste semblant, tu mens, rien ne s'est passé ». Après, je rentrais chez moi et je pleurais. Une indifférence encore répandue en Inde, 5 ans après le viol collectif d'une étudiante à Delhi qui avait choqué le pays et poussé des milliers de personnes dans la rue. Signe d'un début de prise de conscience collective, le nombre de crimes sexuels signalés a augmenté. Dans la capitale, la police a mis en place des numéros d'urgence et propose aux femmes des cours d'autodéfense. Nous utilisons aussi la technologie. Nous essayons de provoquer un changement de comportement. Nous encourageons les femmes à signaler les crimes. C'est la stratégie que la police de Delhi suit pour faire baisser le nombre de crimes envers les femmes à Delhi et assurer leur sécurité. Les violences persistent pourtant, avec près de 40 000 viols enregistrés chaque année. En janvier, un bébé de 8 mois, une petite fille, a été violé chez elle, à Delhi, ce qui a déclenché une nouvelle vague de manifestations. Ils sont plus inquiets pour les vaches, pour la religion que pour l'humanité. Ils ne se préoccupent pas des filles et des femmes du pays. De retour au Rajasthan, l'agresseur de cette femme est désormais en prison. Mais la vie de sa victime ne sera plus jamais la même. Ma vie est ruinée. Je n'ai pas de vie. Les chiens et les chats ont une meilleure existence que la mienne. Ils mangent des repas réguliers, mais pas moi. Mon corps est rempli de tristesse. Le chagrin m'a coupé l'appétit. Tout ce que je fais, c'est pleurer et pleurer. Un destin trop commun en Inde, où le viol reste synonyme d'ostracisation pour les victimes. Lors de son message de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Ubi et Orbi, le pape François a réclamé ce dimanche la fin de l'extermination en cours en Syrie et le respect du droit humanitaire. S'exprimant depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, il a également demandé les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Aujourd'hui, nous implorons les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Que soit respecté le droit humanitaire et que soit facilité l'accès aux aides dont ses frères et sœurs ont un urgent besoin, assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés. Les fidèles, les touristes curieux et même des prêtres célébrants ont dû faire de longues files ce dimanche matin pour accéder à la place Saint-Pierre, passant de premiers filtres de sécurité à une centaine de mètres avec des détecteurs de métaux et des contrôles de sacs, alors qu'un large périmètre était fermé ce dimanche matin à la circulation. Élu pour 4 ans, Carlos Alvarado, ex-ministre du Travail de centre-gauche, a écrit aux 7 groupes parlementaires qui formeront la nouvelle Assemblée nationale, appelé à prendre ses fonctions le 1er mai prochain, et ce, afin de les inviter à participer à l'élaboration d'un programme national et au futur gouvernement. Tout en félicitant la démocratie mature du pays, le chef de l'État élu du Costa Rica, Carlos Alvarado, a appelé à l'unité. Nous croyons que c'est le moment d'appeler à l'unité nationale et au travail ensemble. Le monde entier félicite le Costa Rica dans son ensemble, à la fois les personnes qui nous ont soutenus et les personnes qui ont soutenu M. Fabricio, parce que le monde a vu une démocratie mature se manifester dans les urnes. Également journaliste, Carlos Alvarado a largement remporté ce dimanche, avec plus de 60% des voix, le second tour de la présidentielle, face au pasteur évangélique Fabricio Alvarado, avec qui il n'a aucun lien de parenté.
C'est une manifestation de soutien à l'icône de la gauche, Lula Inácio da Silva. Elle est organisée en prélude au jugement de la Cour suprême qui doit juger une demande d'habeas corpus de ses avocats visant à lui permettre de rester en liberté jusqu'à ce que tous les recours soient épuisés. Si la demande est rejetée, l'ancien président brésilien sera aux portes de la prison. En attendant d'être fixé sur son sort, l'ex-président brésilien continue de clamer son innocence face aux accusations portées à son encontre. Je veux qu'ils arrêtent de mentir à mon sujet, qu'ils me rendent mon innocence parce que je veux être candidat. Je n'ai jamais accepté la dictature militaire. Je ne vais pas accepter la dictature du ministère public ni la dictature de Moro, le juge anticorruption. En janvier, Luis Inácio da Silva a été condamné en appel à 12 ans et 1 mois de réclusion pour avoir accepté un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise de BTP impliquée dans le gigantesque scandale autour du groupe public Petrobras. De nombreuses manifestations anti-Lula sont prévues dans la soirée de mardi. Un total de 54 hommes sont jugés en première instance depuis la mi-septembre devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca en lien avec le mouvement de contestation dit du Irak qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017 le RIF. Les protestataires dénonçaient le sous-développement de leur région géographiquement enclavée et historiquement frondeuse. Les auditions ont été organisées en fonction de la gravité des charges pesant contre les accusés, poursuivis notamment pour les lourdes accusations d'atteinte à la sécurité de l'État et participation à un complot contre l'intégrité territoriale du pays. Mohamed Dieloul, 47 ans, a été lundi le 52e prévenu, appelé à la barre. Les deux derniers, Nabil Aemjik et Nasser Zevzafi, considérés comme les principaux meneurs du mouvement, comparaîtront dans les prochains jours, selon un des avocats de la défense. Tous trois encourent des peines pouvant aller théoriquement jusqu'à la peine de mort. Lundi, Mohamed Dieloul a contesté devant la cour toutes les accusations de séparatisme. « Je suis jugé pour mon patriotisme. Le remettre en question serait une insulte », a-t-il dit. « Nous ne sommes pas sortis dans les rues contre l'État, mais pour revendiquer une patrie qui nous accueille tous. Nous revendiquons nos droits dans cette patrie », a-t-il ajouté. « Nous sommes des comploteurs, mais la mort de Moussine Fikri n'était pas un complot », a-t-il lancé en référence au décès tragique d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise en octobre 2016. Sa mort est à l'origine du mouvement de protestation qui a secoué le nord du Maroc pendant plusieurs mois. L'État affirme que la contestation sociale a fait 902 blessés chez les forces de l'ordre et provoqué environ 2 millions d'euros de dégâts. L'approche sécuritaire adoptée par les autorités a été vivement critiquée par des associations de défense des droits de l'homme qui ont dénoncé la répression du mouvement. En annulant cet accord avec les Nations Unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient ainsi de briser les illusions de milliers de migrants africains vivant dans son pays. L'accord en question prévoyait la régularisation de milliers en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans des pays occidentaux. Mais son application a été annulée seulement quelques heures après son annonce. Conclu avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, il avait vocation à se substituer à un programme d'expulsion ayant fait l'objet d'une vive controverse et qui a été annulé. L'accord annoncé lundi prévoyait la réinstallation de plus de 16 000 Soudanais et Érythréens vivant en Israël dans des pays occidentaux. En échange, l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent devant rester sur son territoire. Benjamin Netanyahou a été critiqué de tous bords, dans un premier temps à droite, son propre camp, lorsqu'il a annoncé lundi l'annulation du programme initial d'expulsion et son remplacement par l'accord avec le HCR. Puis à gauche, quand il a fait volte-face en soirée en suspendant ce nouvel accord. D'après les autorités israéliennes, 42 000 migrants africains vivent actuellement en Israël. Ces migrants, arrivés majoritairement après 2007, se sont installés en nombre dans les quartiers pauvres de Tel Aviv. Imposée depuis 2011 en raison du conflit qui a renversé Muammar Kadhafi, la FIFA avait levé cette interdiction en avril 2013 avant de la rétablir quelques mois plus tard après une flambée de violence.
La sélection et les clubs libyens étaient contraints de jouer leurs matchs internationaux dans des pays voisins, en particulier en Tunisie. Présidé par Véron Monsengo Omba, directeur des associations membres et du développement Afrique-Caraïbes, la délégation de la FIFA a rencontré mercredi le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj. Elle a assisté également à une rencontre de championnat local dans le stade de Tripoli et a visité une académie de football dans la banlieue ouest de la capitale. Ma présence ici est le coup d'envoi du processus pour faire revenir les matchs internationaux de football en Libye. Je suis ici pour montrer que l'on joue toujours au foot en Libye malgré les difficultés rencontrées par ce pays. Cette visite est bien sûr très importante. Elle s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de l'intérêt grandissant pour le football local ou libyen et pour bientôt lever l'interdiction dans les stades libyens. Monsengo Omba a précisé qu'il soumettrait un rapport aux instances de la FIFA concernées. Celles-ci décideront plus tard de la levée ou du maintien de l'interdiction des matchs internationaux. Les progrès sur la zone euro, ils sont insuffisants. Et ils nous exposent à des difficultés si nous attendons la prochaine crise financière ou la prochaine crise économique pour réagir. Nous avons une étape qui est devant nous, qui est le Conseil européen de juin. Je vais travailler avec mon homologue allemand, Olaf Scholz, à une feuille de route conjointe qui nous a été demandée par le président Emmanuel Macron et par la chancelière Angela Merkel. Nous avons commencé à y travailler, nous allons y travailler activement dans les prochaines semaines pour que France et Allemagne puissent présenter cette feuille de route commune pour l'avenir de la zone euro en juin prochain au Conseil européen. Ce dialogue franco-allemand, qui est au cœur de la construction européenne, il est d'autant plus efficace qu'il est ouvert à d'autres États, en particulier l'Espagne et l'Italie. La France et l'Espagne, sur l'avenir de la zone euro, sont exactement sur la même ligne. Nous avons la même ambition, avoir une zone euro qui aura un budget, qui pourra résister au choc économique, qui pourra investir, qui pourra innover, qui aura une union bancaire qui garantira la stabilité. Et nous sommes, l'un comme l'autre, décidés à avancer rapidement. L'Italie, elle a un gouvernement, elle a un ministre des Finances. Donc c'est ensuite aux autorités italiennes de décider quel sera le nouveau gouvernement, quel sera le nouveau chef de gouvernement. Mais pour le moment, nous travaillons avec les autorités italiennes qui sont en place. L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée ce vendredi à 24 ans de prison. Et ce, pour avoir reçu ou demandé plus de 23 milliards de won, soit 17 millions d'euros à certains des plus grands conglomérats du pays, pour avoir partagé des documents confidentiels avec Choi Soon-sil, sa confidente de l'ombre et amie de 40 ans, pour avoir ordonné la création d'une liste noire d'artistes critiques ou encore pour avoir limogé les responsables qui osaient s'élever contre ces abus. Et c'est depuis la prison de Séoul où elle est en détention provisoire depuis 1 an qu'elle a appris le verdict, fut qu'elle avait commencé en octobre à boycotter les audiences après que sa demande de libération sous caution eut été rejetée. Je veux maintenant déclarer la peine de prison de l'accusé. Je condamne l'accusé Park Geun-hye à 24 ans de détention et à une amende de 18 milliards de won. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Park Geun-hye, qui a nié toutes les accusations portées contre elle, pourra faire appel, mais elle demeurera en détention avant un nouveau procès. Destituée et arrêtée en mars 2017, l'ex-présidente pourrait également demander une grâce présidentielle. Avec cette condamnation, Park Geun-hye devient le 3e ex-chef de l'État sud-coréen condamné après la fin de son mandat.